Hier à Interlagos avait lieu le 19e des 23 Grands Prix de la saison 2021 et c'est Lewis Hamilton qui l'a remporté devant Max Verstappen et Valtteri Bottas, un podium qu'on n'avait plus vu dans cet ordre depuis Barcelone. Le Déprix, saison 2, épisode 19, c'est parti. Wow, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau débrief et oh mon dieu que ce week-end était tendu. On a à peine respiré de vendredi à dimanche et on n'a même pas respiré entre la qualif et la FP2, c'est pour dire. Alors évidemment, les nombreux conflits ou autres plaintes et pénalités y sont pour beaucoup, mais on a aussi tout simplement eu un super week-end sur la piste, avec une course qui est peut-être la meilleure course sans fait de course de la saison. Il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de fait de course majeur, il y a eu une safety car et une virtual safety car, mais qui n'ont pas eu d'impact sur le déroulé de la course. Voilà, il y a eu une course où ce qui nous a excité, c'était uniquement ce qu'il se passait, et non les quelques faits surnaturels qui relancent le suspense. Mais rentrons dans le vif du sujet et revenons sur l'affaire du DRS de la Mercedes et de la touchette de Verstappen. Eh bien en fait, il y a presque rien à dire. L'angle d'ouverture du DRS de la Mercedes dépassait la limite autorisée, donc la disqualification est logique, et on n'a pas le droit de toucher une voiture d'un autre concurrent sous parc fermé, donc l'amende est absolument logique. Il y a juste une simple et pure application du résultat, il n'y a pas grand chose à dire de plus. D'un point de vue argumentaire, Mercedes a tout de même eu raison de tenter tout ce qu'elle pouvait pour tenter d'être innocentée, y compris de dire que le fait que Verstappen ait touché à son aileron pouvait invalider l'analyse des commissaires. On sait tous que Max n'a pas pu dérégler l'aileron en le touchant simplement comme ça en 2 secondes, ce sont des pièces qui résistent à plus d'une tonne ou 1,5 tonne de pression, évidemment, mais le fait qu'il y ait eu une intervention extérieure entre la qualif et la vérification par la FIA pose un vrai problème. Au final, cet argument a été jugé comme trop léger par la FIA et je suis d'accord avec ce verdict, mais je reconnais que Mercedes a eu raison de le dire. Concernant Max, je suis heureux qu'il n'ait pas été pénalisé, juste une amende ça suffit, car son action est vraiment minime et car ça aurait eu un sens beaucoup trop politique. Les pilotes vérifient tout le temps les voitures des autres et les touchent de temps en temps. Là vraiment, s'il y avait eu une pénalité, c'était juste parce que c'était Verstappen avec Hamilton. Voilà. Donc l'amende me paraît juste logique, parce que voilà, mine de rien, on n'a quand même pas le droit de faire ça, donc on met 50 000 balles, personne ne le refera plus, on est quitte, ça me semble très bien jugé dans les deux cas. Donc au final, tout ça, ça reste une erreur de la part de Mercedes, une erreur minime car on est à la 19e des 23 courses, les pièces commencent à être fatiguées, les mécanos sont fatigués, on arrivait tout juste de Mexico, on est en plein cœur d'un triplé, certaines pièces des voitures sont arrivées très tard sur le circuit, donc ça peut arriver très vite, mais ça reste une erreur quand même assez grave qui coûte une disqualification de la qualif alors qu'on est pile dans la ligne droite finale pour le titre pilote. C'est malgré tout une faute grave. Et au passage, oui, je parle d'erreur et non de triche, car il serait faire insulte à Mercedes que de penser qu'ils aient pu tricher là-dessus sur un truc aussi banal qu'il ne fait quasiment rien gagner, et alors qu'ils savaient très bien que ça allait être vérifié au millimètre près dès la fin de la séance, Mercedes n'a pas pu imaginer une seule seconde tricher là-dessus, donc c'est simplement une erreur pour 2 mm ou je sais plus quoi, voilà, c'est que dalle. Dernier point sur cette affaire, c'est le temps pris pour trancher, quasiment 20 heures il me semble. Au final, c'est ça qui en a fait une affaire aussi grosse. Alors oui, forcément, c'était long et pénible, mais d'un autre côté, on parlait d'une affaire immense entre les deux protagonistes au championnat. Et puis on n'était pas pressé, alors autant prendre son temps pour prendre la bonne décision et ne rater aucun élément. Du moment que la décision finale est la bonne et que ça n'a pas dérangé le déroulé du week-end, ça me va. Même si effectivement, me coucher à 2h du mat vendredi, ça m'a un petit peu embêté. Mais revenons au côté purement piste des événements et mesdames, messieurs, c'est incroyable, oui, le championnat a de nouveau tourné hier. Alors que Red Bull reprenait l'ascendant, que Verstappen commençait à s'envoler dangereusement en général, que la réussite était dans le camp des Autrichiens et que Mercedes semblait un petit peu sans solution, ils ont eu ce week-end de la meilleure machine et ont totalement inversé le cours des choses. La vitesse de pointe de la W12 était complètement incroyable et ils s'en sortaient super bien dans le secteur sinueux. Clairement, voilà, ils avaient le meilleur package ce week-end et peut-être même d'assez loin.
Ainsi, ils ont remporté la qualification haut la main, Lewis collant même 4 dixièmes à Max, ils ont remporté le sprint samedi avec Bottas, et ils ont tout simplement été intenables, incontrôlables, inarrêtables en course. Même avec une stratégie parfaite ou même à 2 contre 1, Red Bull n'aurait rien pu faire face à Hamilton. Il était juste trop rapide. Checo puis Max ont été obligés de s'incliner, n'avaient pas assez d'armes pour se défendre. J'ai vraiment le sentiment qu'hier, on a assisté à un retour de bâton par rapport à Austin. Là-bas, Red Bull avait gagné sur un circuit théoriquement pro-Mercedes, et ça a permis à Max d'enclencher une superbe dynamique, de reprendre l'ascendant et de se mettre dans une position potentiellement décisive au niveau comptable. Eh bien, on a vécu exactement l'inversement de la situation hier. Mercedes et Hamilton ont rendu l'appareil. Et mine de rien, et c'est pour ça qu'à mon sens, Austin était si important dans la fin de saison, c'était -1 pour Mercedes et Hamilton. Si Verstappen gagnait au Brésil, il aurait eu ses fameux plus de 25 points d'avance. Ça voulait dire qu'il pouvait terminer deuxième lors des 3 derniers Grands Prix et quand même être titré. Mercedes et Hamilton viennent donc d'inverser la tendance au meilleur des moments, je dirais même presque au dernier moment. On est passé d'un +28 à seulement un +14 qui remet à Hamilton son destin entre ses mains. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Britannique était si heureux, si soulagé, si touché, si festif après l'arrivée de la course. Il sait que c'est son tournant qui vient de se produire. Et en plus, concernant son week-end, il va être très compliqué de trouver la moindre petite chose à redire. Alors certes, il a la meilleure machine, alors certes, le DRS est surpuissant, ça rend moins compliqué sa remontée. Mais quand même, c'est complètement dingue. Il a utilisé sa Mercedes à la perfection, il a remonté 25 places en 2 jours, il avait gagné la qualif vendredi, il va chercher Verstappen et Perez sur la piste. Voilà, c'est un grand week-end, un week-end de champion, du champion qui a répondu à Verstappen. Max, lui, était forcément plutôt salé à l'arrivée de la course, et c'est normal, c'est la douche froide dans son camp, et il n'a rien à se reprocher, que ça soit samedi, où les pneus soft de Bottas ont fait la différence, ou lors de la course. Il y a tout de même ce moment hautement polémique, où Max a poussé Lewis en dehors de la piste au virage 4, et est resté devant, provoquant de nombreuses réactions indignées, mais ne provoquant pas d'enquête de la part de la FIA. Un événement fort, majeur, qui sacralise encore plus la différence entre le camp Red Bull et le camp Mercedes. Dans les mots choisis, dans l'interprétation, dans les petites phrases assassines, on est encore monté d'un niveau ce week-end. Mon avis, c'est que effectivement, c'est limite. C'est même au-delà de la limite. Max a clairement refusé de prendre le virage. Il a clairement poussé Hamilton dehors. Il a clairement gagné un avantage en sortant des limites de la piste. Ça, c'est clair. Malgré tout, 3 petits points en la faveur de Max là-dessus. De 1, il était devant, c'était son virage, il pouvait dicter sa trajectoire. De 2, il n'a pas fait ça de manière kamikaze, c'était totalement maîtrisé et quelque part propre. Et de 3, c'était sa seule manière de contenir cette Mercedes. Et puis surtout, eh bien, on l'a laissé faire ce genre de manœuvre toute l'année. Le départ à Imola, le départ à Barcelone, ou même le départ aujourd'hui face à Bottas, Max empêche son adversaire de le passer en le contraignant à sortir des limites. Il l'a fait toute l'année, on l'a autorisé. Alors venir le pénaliser maintenant pour le 19e Grand Prix alors que le titre se joue maintenant et que c'est la victoire d'une course qui se décide dans les derniers instants d'un Grand Prix hyper tendu, ça n'aurait pas eu de sens. Ça aurait détruit la ligne directrice qu'on avait fait construire à Max et à Lewis toute l'année. Alors peut-être que c'est la ligne directrice qui est fausse, peut-être qu'on aurait dû pénaliser Max aussi à Imola, à Barcelone, au départ et donc là, mais vu qu'on ne l'a fait nulle part, le pénaliser maintenant pour ça, c'était limite, même si je reconnais que ce cap est un petit peu plus différent, qu'on est aux confins des limites du Let Them Race et de la fameuse limite de piste. Oui, c'est tendu, malgré tout, moi j'ai tendance à me ranger derrière le refus d'investiguer. Voilà, je trouve que c'était la décision logique quand on voit qu'on a autorisé Max à tout faire depuis le début d'année.
En tout cas, je vais laisser ça derrière moi. En plus, Hamilton s'est fait justice lui-même sur la piste et j'ai réellement la sensation que le championnat a de nouveau tourné hier. Comptablement et mentalement, Mercedes et Lewis ont frappé extrêmement fort. C'est un Austin bis, c'est l'assurance d'avoir un championnat serré jusqu'au bout, alors que ça commençait à sentir drôlement bon pour Verstappen. Je dois avouer que personnellement, je voyais le Brésil comme l'avant-dernière pièce du titre de Max. S'il gagnait là, je voyais pas trop d'autre issue qu'un championnat pour Max. Là, ça relance complètement maintenant, je suis totalement indécis. On arrivait vraiment au point d'inflexion en faveur de Max, mais Mercedes l'a annulé. Clairement, il s'est passé un truc hier, ça va maintenant se jouer sur le Qatar, sur l'Arabie Saoudite et sur Abu Dhabi. On y est, c'est la fin, il y a 2 nouveaux circuits, il y a des modifications de tracé à Abu Dhabi, c'est énorme. Derrière eux, je reste un petit peu mitigé sur le week-end de Valtteri Bottas. Alors, il est clairement très très bon, en plus il a pu remporter la course sprint, mais j'ai le sentiment que ça tient beaucoup au choix des pneus soft, et surtout ça nous fait oublier qu'il prend une demi-seconde en qualif le vendredi. Dimanche, son envol n'est pas très très bon, et il se fait avoir par Perez au virage 4, mais en même temps il a été tassé par Verstappen, et sa course est terminée dès le moment où Hamilton l'a rattrapé. Comme chaque week-end récemment avec Bottas, il y a du bon et du moins bon. Malgré tout, quand on voit la différence d'utilisation de la Mercedes entre lui et Hamilton, ça fait un petit peu mal. En plus, j'ai le sentiment qu'en ratant son départ hier, il a gâché une magnifique victoire. Voilà, dommage, ça reste bon dans l'ensemble, mais Checo lui confirme une nouvelle fois son regain de forme depuis Austin. Il a vraiment trouvé la formule, notamment en qualif où il est encore dans le 10e de max. Et puis mine de rien, on l'a un petit peu oublié, mais en course, il avait plutôt aussi le rythme de Max. Il me semble qu'avant son arrêt pour le point du meilleur tour, il n'avait que 12 ou 15 secondes de retard, donc c'est pas mal, alors que Max avait dû charbonner pour maintenir Lewis derrière. Donc c'est très bien. Et au passage, le point du meilleur tour, c'est excellent, c'est très très bon pour lui, pour Max et pour le championnat constructeur. Malgré tout, il lui manque toujours ce fameux petit truc dont on parlait la semaine dernière, et on l'a vu samedi où il n'a pas pu aller chercher Sainz sur la piste. Petit bémol donc, mais son week-end reste très très bon, on veut voir ça jusqu'à la fin de saison et son année aura été vraiment plutôt bonne. Voilà, et petite déception pour lui, le timing de la Virtual Safety Car arrive au pire instant, il perd le podium face à Bottas là-dessus, c'est dommage, ça aurait donné encore une meilleure image à sa perf. Sinon, sur le duel Bottas-Pérez, je suis heureux parce que c'est mine de rien une des premières fois, voire la première fois, qu'ils ont fait la course ensemble dans les mêmes eaux tout un week-end. Il y avait peut-être eu en France, mais c'est tout. Malgré tout, on n'a encore pas eu de vraie bataille entre eux sur la piste. C'est un petit peu ce qui me manque. J'aimerais bien qu'au Qatar et sur les 3 dernières courses, on ait une vraie bataille entre eux sur la piste, qu'ils aillent se chercher ce championnat constructeur. Derrière eux, les week-ends se suivent et se ressemblent pour Ferrari qui met encore ses 2 pilotes dans les points. Je crois que c'est la 9e fois sur les 11 derniers Grands Prix, dont 4 fois consécutivement. Et pour la 7e fois d'affilée, ils inscrivent ces fameux entre 15 et 20 points qui font la différence. 5e et 6e, encore une fois, il n'y a rien à dire, ils étaient largement la 3e force du plateau, il n'y a aucune ombre au tableau, ils n'ont eu qu'à gérer leur rythme, gérer leurs pneus et gérer leurs 2 pilotes qui étaient plutôt proches. Bravo, ça fait la différence sur McLaren, désormais il y a 31,5 points d'avance, leur superbe travail paye. Un peu à l'image du week-end passé, on a peut-être le sentiment que Sainz a été meilleur dans l'ensemble, devant en qualif et éblouissant dans le sprint, mais c'est bien Leclerc qui termine encore devant à la faveur d'un superbe départ et d'un rythme suffisant pour empêcher toute contestation. Le monégasque parvient à contenir un Sainz qui est vraiment à un exceptionnel niveau et signe son 6e top 5 en 7 week-ends. Excellent. En face, comme à Mexico, McLaren cumule un double bémol. Déjà, ils étaient moins bons, et en plus, ils ont eu la malchance, l'abandon mécanique de Ricciardo et le problème de Norris au départ ont aggravé leur déficit de performance. Et quelque part, c'est dommage parce que le rythme que Lando a laissé entrevoir samedi comme dimanche avait l'air plutôt bon. Je pense qu'ils auraient pu peut-être se battre ou en tout cas embêter les Ferrari. Dommage. Et vraiment, ça devient un petit peu la catastrophe McLaren qui fait quasiment du surplace depuis la Russie, voire même l'Italie, si je me souviens bien. Bon, voilà, dans ces eaux-là, c'est beaucoup moins bien sur les 3-4 dernières courses et ça commence à coûter cher.
Pour moi, Lando est fautif au départ, il s'est rabattu trop tôt sur Sainz alors que le dépassement n'était pas encore complété. Ricciardo lui était globalement bon, il était dans le temps de Norris en qualif, et malgré un départ de sprint catastrophique, il avait rattrapé ça et aurait signé une 7ème ou 8ème place, plutôt pas trop mauvaise. Donc un petit peu dur et ça va plutôt pas mal avec le mood actuel de McLaren qui est en train un petit peu de s'effondrer. Et alors que la lutte pour la 3ème place semble désormais tourner un petit peu court à l'avantage de Ferrari, la lutte pour la 5ème continue d'être aussi excitante avec Alpine et AlphaTauri qui sont de nouveau à égalité et ce week-end on a été exactement dans le fameux 2 contre 1. Alonso et Ocon sont comme toujours capables de jouer dans les mêmes eaux, en témoigne leur écart très faible en qualif, même si l'Espagnol semble toujours avoir ce truc pour faire la différence, malgré un sprint compliqué et un retard en début de Grand Prix, il a terminé devant. Le Français lui avait bien besoin de ces 2 petits points et un petit peu de ce week-end plutôt référence, il est 11e en qualif, il fait un bon sprint, il fait une bonne course. Mine de rien, il avait marqué que 7 points depuis sa victoire en Hongrie. Ça commençait à devenir compliqué. Voilà. Sur la fin de saison, il faut vraiment qu'il joue dans les roues d'Alonso, juste devant ou juste derrière Samira, et qu'il marque des points et qu'il soit décisif dans la lutte pour la 5ème place. Et globalement, ce week-end, Alpine était enfin de retour au niveau après 2 vrais contre-perfs. Et on a encore vu à mes yeux qu'AlphaTauri est bien meilleure en qualif, où elle est souvent devant des Ferrari et des McLaren, qu'en course, où souvent elle s'écroule. Le rythme de Gasly dans le sprint l'a prouvé. Gasly justement a proposé sa partition habituelle avec un petit bémol pour son départ dans le sprint qui au final lui coûte sûrement un petit peu cher. Tsunoda lui semblait pas loin d'un niveau intéressant mais sa Q2 a été trop mauvaise, il n'a pas fait de différence dans le sprint et il a gâché sa course en se ratant totalement face à Stroll. Globalement, pour la 5ème place, on a le sentiment qu'AlphaTauri est peut-être un poil plus forte, a peut-être un poil plus de potentiel, mais qu'Alpine est plus solide. Ça va selon moi se jouer sur 3 points. Déjà, la capacité de Gasly à aller chercher les très gros points, ce qu'Alpine ne peut pas avoir, les 5e, les 4e, les 6e places. Ensuite, la capacité d'Alpine de mettre chaque week-end ses 2 voitures dans les points. Et enfin, la capacité de Tsunoda d'amener les 2, 3, 4, 5 petits points qui feront peut-être la différence. Sur le reste du plateau, finalement, c'est assez simple. Le seul qui a été en capacité de potentiellement inscrire des points, c'est Sébastien Vettel et j'avoue ne pas trop comprendre ce qui lui est arrivé. Il était 7ème, il a fait son premier arrêt et ensuite il a disparu sans avoir de problème au stand, j'ai été regardé. Voilà, je pense simplement que l'Aston Martin était un poil trop juste et c'est dommage car Seb faisait encore une fois un week-end de vrai leader pour cette écurie. Il termine vraiment plutôt bien la saison. Stroll lui me laisse encore un petit peu perplexe, le vendredi il est éliminé en Q1 mais quelque part il n'est qu'à 2 dixièmes de Vettel donc c'est pas si honteux. Voilà, un sprint c'est invisible, une course détruite par Tsunoda. Voilà, c'est dur, on a un petit peu du mal à qualifier Lance Stroll, voilà, je ne sais pas trop quoi dire à son sujet. Enfin, pour Alfa Romeo, Williams et Haas, c'est très simple, ils n'avaient simplement pas le rythme pour espérer quoi que ce soit ce week-end, même pas les Alpha, contrairement au récent week-end, et au final, on les a quasiment pas vus à l'image. Voilà, par exemple, les Alfa Romeo, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à expliquer comment Kimi a pu terminer devant Antonio, malgré le fait qu'il soit parti des stands. Je n'ai rien vu à leur course. Signalons tout de même la première victoire en qualif de Latifi sur Russell, mais le Britannique termine tout de même devant, notamment grâce à son arrêt sous la première safety car. Souvent dans les dépris, je passe rapidement sur les pilotes Alfa Romeo, Williams et Haas, c'est parce que c'est dur de vraiment faire un bilan à chaque fois, et car dans tous les cas, ils n'ont pas marqué de points, donc c'est moins intéressant, mais ne vous inquiétez pas, les bilans de fin de saison arrivent bientôt, et chaque pilote aura le droit à son bilan détaillé, on fera un point sur tout le monde. Alors avant de passer au classement et aux notes, on va quand même dire un mot sur la course sprint, car on a eu le dernier élément de la course sprint ce week-end, et je pense qu'on a clairement eu la meilleure des trois. On a d'abord eu des choix pneumatiques variés qui ont donné lieu à des départs très différents, notamment pour ceux en soft, comme Sainz qui va aller bondir de la 6ème place et aller chercher les 2 Red Bull, et surtout pour Bottas qui a été chercher la victoire grâce à ça. On a aussi vu des départs plus compliqués, notamment pour Gasly et Alonso, ça a beaucoup animé ce sprint et donné une autre physionomie à la grille de départ du dimanche. Gasly et Alonso qui sont les grands perdants avec Kimi Räikkönen qui reste pour moi fautif dans son accrochage avec Giovinazzi car il l'a vraiment serré de toutes ses forces pendant que l'Italien était au maximum à la corde.
Enfin, la majeure partie de ce sprint a été animée par la résistance de Sainz et par la remontée d'Hamilton de la 20e à la 5e place. Concernant le bilan de ces courses sprint, maintenant qu'on est à la fin des 3 tests, je ne changerai finalement rien à ce que j'avais dit avant leur instauration et ce que j'avais dit après le premier sprint à Silverstone. J'ai toujours le même avis sur l'événement, je vous invite à revoir ces 2 vidéos pour avoir plus de détails. Et personnellement, j'aurais arrêté ici avec les courses sprint. Je n'aurais certainement pas largement agrandi leur nombre la saison prochaine. Voilà. À la limite, une de temps en temps, une toutes les 6-7 courses, pourquoi pas, mais 9, je crois, dans la saison prochaine, c'est beaucoup trop. Pour moi, ce système ne change rien aux problèmes de la Formule 1, il les aggrave même. Le cas de Lewis Hamilton samedi prouve à lui seul pourquoi ce format est un problème. Et oui, avec ce genre de format, on montre encore plus à quel point les différences de performance et le DRS sont surpuissants. On montre à quel point la qualif est dévaluée. Un pilote qui partirait dernier comme Hamilton pourrait remonter 5e pour la course du dimanche, annulant l'effet de la qualif. On crée un deuxième départ, ce qui rend celui du dimanche moins savoureux, etc., etc. Je ne redis pas tout ce que j'ai déjà dit. Pour moi, ce sprint ne change finalement pas grand-chose à l'appréciation qu'on pouvait déjà s'en faire. Ce qui me gêne le plus dans l'affaire, c'est toujours le postulat de départ. On a fait ces courses pour 2 principales raisons. La première, attirer des jeunes et un nouveau public. J'ai pas l'impression que ça ait marché, que c'est attirer du monde en plus et que le public ressorte avec un avis très positif. Et le deuxième, c'était pour animer les week-ends. Il y avait un petit côté révolution, évolution, nouveauté, frisson. On a rajouté quelque chose. Et au final, comme après le premier sprint, je me demande à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça rajoute vraiment. Pour moi, c'est un échec sur ces 2 objectifs principaux. Voilà. Peut-être avec les voitures 2022, ce sera plus intéressant, mais pour moi, ça n'aura toujours pas de fondement et finalement pas de grand intérêt. Allez, voilà désormais les classements. On l'a dit, 14 points de retard maintenant pour Hamilton sur Verstappen. Attention, ça peut très vite tourner. On imagine le scénario où Hamilton gagne au Qatar et en Arabie Saoudite devant Verstappen. Ça veut dire qu'ils arriveraient à égalité ou presque à Abu Dhabi. Je rêve de ça. Derrière, Bottas semble avoir fait le trou pour la 3e place et les pilotes Ferrari, je vous l'avais dit, se rapprochent fortement de Norris. Leclerc n'est plus qu'à 3 points et on a aussi un Gasly qui se rapproche du Ricciardo. Au constructeur, Mercedes a repris 10 points et porte son avance à 11. Ferrari est en train de faire un break quasiment irrémédiable pour McLaren et toujours égalité pour la 5e place, on l'a dit. Concernant les notes, très dur de ne pas mettre 20 sur 20 à Lewis Hamilton. Déjà, le vainqueur, généralement, il a toujours 18,5, 19. Mais là, en plus, il a gagné 25 places en 2 jours, etc., etc. Voilà, je mets le 20 pour des performances surnaturelles. Je considère que c'en était une, 20 sur 20 pour Lewis. D'ailleurs, ça permet aux Britanniques de repasser 2e à la moyenne générale. Les moyennes générales, elles sont dans la description. Allez les voir si vous voulez en voir plus clair sur ma vision de la saison. Les 2 Red Bull apparaissent ensuite avec 2 week-ends très solides. Max est un petit peu pénalisé par sa manœuvre limite et par le fait qu'il n'a pas vraiment fait la différence au départ du sprint ou lors de la qualif. Perez lui plébiscité pour arriver à être aussi proche. Puis voici les 2 Ferrari que j'ai finalement mis au même niveau. L'un dans l'autre, c'est pareil. Je plébiscite ensuite également Bottas, tout de même, Gasly et Vettel, ainsi qu'Alonso qui a toujours ce truc pour terminer devant. Notez qu'Ocon n'est pas loin mais reste derrière car il a été battu en qualif et car il partait devant dimanche mais termine derrière. Ricciardo est dans ces eaux-là, Norris est un poil en dessous car son erreur du départ gâche tout et coûte cher. Suivent les Williams et les Alpha, assez moyennes et proches, puis Tsunoda, un Schumacher fautif en course et un poil moins brillant, et enfin un Mazepin un poil mieux et un petit peu moins remarquable, dans le mauvais sens du terme. Du côté des écuries, Mercedes rate le 20 à cause de l'erreur du DRS qui aurait pu tout gâcher. Ferrari, elle, continue sur son rythme de croisière, tandis que Red Bull a pris un petit coup. AlphaTauri et Alpine ont connu des week-ends très différents et ont des forces et des faiblesses également très différentes, mais le résultat final est le même. McLaren, elle, déçoit, tandis qu'Aston reste extrêmement moyenne et que les 3 du fond confirment qu'ils sont les 3 du fond. Voilà, c'est tout pour ce déprix, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que la course vous aura plu. Pensez au like et à l'abonnement et surtout, allez-y, ruez-vous sur les commentaires, donnez vos avis sur les différents éléments de ce week-end extrêmement chargé. Voilà, ouvrons le débat tous ensemble. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et vu l'actualité qui risque d'être très chargée, elle ne devrait pas se faire attendre.
On se quitte avec une phrase d'Enzo Ferrari qui disait, inspiré par une amie à moi, « Sans haine, pas de passion ». À méditer après un week-end aussi tendu et aussi chargé émotionnellement que celui-ci. À bientôt.